Le jour se lève lentement sur Yaoundé. La ville, encore couverte d'une fine brume, s'éveille au rythme des moteurs et des cris des vendeuses de beignets. Dans une ruelle étroite du quartier Mvogada, un homme essuie avec soin la carrosserie fatiguée d'un vieux taxi jaune. Ses gestes sont précis, presque tendres, comme s'il s'adressait à un être vivant. C'est Moussa, 42 ans, le visage buriné par le soleil et les années passées au volant. Son regard, d'un brun profond, trahit la fatigue de ceux qui se battent chaque jour pour survivre, mais aussi la paix intérieure des âmes droites. Sur le rétroviseur pend un petit médaillon argenté, seul héritage d'une mère qu'il n'a jamais connue. Chaque matin, avant de démarrer, il le touche du bout des doigts comme une prière silencieuse. Dans la petite maison en tôle derrière lui, un garçon de 8 ans l'observe depuis la porte. « Papa, tu vas encore rentrer tard ? Seulement si les clients me le demandent, mon fils. » Moussa lui sourit, grimpe dans le taxi et allume le moteur. Le bruit rauque du véhicule brise le calme du matin. Il s'élance dans les rues encore calmes de la capitale. La route est longue, la ville immense. Entre les embouteillages, les coups de klaxon et la poussière rouge, Moussa garde toujours la même patience. Les passagers défilent, les conversations changent, mais lui reste le même, un homme ordinaire, invisible, qui transporte chaque jour les rêves et les colères des autres. Pour beaucoup, il n'est qu'un chauffeur de taxi parmi tant d'autres. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le destin, tapi quelque part entre les avenues de Yaoundé, s'apprête à le replacer sur la route de son passé, et d'une vérité qu'il n'a jamais cherchée. Le moteur de la vieille Toyota ronronne doucement devant un grand immeuble vitré du centre-ville. Moussa regarde les reflets dorés du matin glisser sur la façade moderne de l'entreprise. Les employés, bien habillés, pressent le pas vers l'entrée, leur portable à la main, leur regard fuyant. Il se sent à part, comme s'il appartenait à un autre monde. Quelques minutes plus tard, la porte principale s'ouvre lentement. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur blanc immaculé, descend les marches avec assurance. C'est Madame Claire Nanga, ministre de l'économie. Ses talons claquent sur le sol carrelé, chaque pas résonne comme une déclaration d'autorité. Ses lunettes de soleil cachent un regard calculé, précis, celui d'une femme qui ne laisse rien paraître. « Bonjour, madame », dit Moussa en ouvrant la portière. Elle incline à peine la tête et monte à l'arrière, sans un mot. Le silence s'installe aussitôt, seulement rythmé par le bruit du moteur et le murmure des klaxons. À travers le rétroviseur, Moussa l'observe discrètement. Elle fixe la ville qui défile, le visage figé, comme détaché du monde. Et pourtant, un détail le frappe, la manière dont elle serre son sac contre elle, comme si elle portait un poids invisible. Quelque chose dans son regard, malgré la froideur, ressemble à de la tristesse. Lorsqu'ils atteignent le ministère, elle sort calmement, laisse quelques billets sur le siège et s'éloigne. Moussa soupire, regarde l'argent, puis le médaillon suspendu à son rétroviseur. Il murmure. Certains ont tout, et pourtant, ils ont l'air si seuls. Ce jour-là, il ignore encore que cette femme hautaine deviendra la clé de son propre passé, et que leurs destins viennent de se croiser à nouveau. La pluie tombe sur Yaoundé comme un voile d'argent. Les gouttes ruissellent sur le pare-brise du taxi de Moussa, brouillant les lumières de la ville. Les essuie-glaces grincent, la radio crache une chanson nostalgique. C'est une soirée longue, sans clients, sans rire, sans chaleur. Moussa s'arrête à un feu rouge. Au coin de la rue, une voiture de luxe, noire et brillante, est à l'arrêt, moteur fumant. Une silhouette féminine tente d'ouvrir le capot, un parapluie à la main. Intrigué, il sort sous la pluie, traverse la rue, trempé jusqu'aux os. « Bonsoir madame, besoin d'un coup de main ?» La femme se retourne. Sous la lumière des lampadaires, il reconnaît ce visage, Madame Nanga, la ministre qui l'a conduite le matin même. Ses cheveux mouillés, son tailleur trempé, ses yeux pleins d'agacement la rendent presque humaine, loin de son masque habituel de puissance. Elle hésite, puis acquiesce d'un geste rapide. Le moteur s'est arrêté. J'étais en route pour une réunion urgente. Laissez-moi voir, madame. Moussa plonge les mains dans le moteur. Quelques minutes plus tard, il parvient à le relancer. Un ronflement puissant retentit, la voiture redémarre. Elle le regarde, visiblement surprise. Vous êtes mécanicien aussi ? Disons que la route m'a appris à survivre. Un bref sourire effleure ses lèvres. C'est la première fois qu'il la voit ainsi, sans arrogance. Avant de partir, elle lui tend sa carte. Passez demain au ministère. J'aimerais vous remercier correctement. Moussa la regarde s'éloigner, sa voiture disparaissant sous la pluie.
Il ne le sait pas encore, mais ce soir-là, le destin vient d'allumer une étincelle dans l'obscurité de sa vie. Le lendemain matin, Moussa se tient devant les grandes grilles du ministère de l'économie. Ses vêtements sont propres, sa chemise repassée avec soin, et son taxi attend sagement de l'autre côté de la rue. Il n'a pas l'habitude de ces lieux de pouvoir, marbre brillant, garde en uniforme, employé pressé. Chacun semble appartenir à un monde où lui n'a pas sa place. « Monsieur, vous avez un rendez-vous » demande un agent de sécurité méfiant. « Oui, Madame la ministre m'a demandé de venir », répond-il calmement en montrant la carte qu'elle lui a donnée. Quelques minutes plus tard, il est conduit dans un grand bureau. Les murs sont couverts de tableaux modernes, une large baille vitrée donne sur la ville. Assise derrière un bureau en verre, Madame Nanga lève enfin les yeux de ses dossiers. « Ah, c'est vous, le chauffeur d'hier. »« Oui, madame. »« Asseyez-vous, je vous en prie. » Sa voix est plus douce que la veille, presque reconnaissante. Elle lui tend une enveloppe. « Ceci est pour vous remercier de votre aide. » Moussa regarde l'enveloppe, la repose sur la table. « Madame, je ne suis pas venu pour l'argent. » Elle fronce les sourcils. « Alors pourquoi êtes-vous venu ? » « Parce que vous m'avez donné votre parole. Et je crois que la parole, c'est plus précieux que l'or. » Un silence tombe. Madame Nanga le fixe longuement. Ce chauffeur, avec ses manières simples et son regard sincère, éveille en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, du respect. Et peut-être une étrange nostalgie. Elle finit par sourire, timidement. « Vous avez raison, monsieur Moussa. Parfois, le monde oublie ce qui compte vraiment. » Mais derrière cette scène polie, un autre regard les observe à travers la vitre du couloir. Jonas, le secrétaire personnel de la ministre. Et dans son esprit, les rumeurs commencent déjà à se former. Le soleil est déjà au-dessus de Yaoundé. Dans les couloirs climatisés du ministère, les talons résonnent, les murmures s'échangent et les regards se croisent. Mais ce matin-là, quelque chose flotte dans l'air, une rumeur. « Tu as vu le chauffeur qui sort du bureau de Madame la ministre ? » « Oui, on dit qu'elle l'a fait venir en privé. » « Un chauffeur ? Peut-être plus qu'un chauffeur, qui sait ? » Les rires étouffés se perdent entre les cloisons. Moussa, lui, ignore tout cela. Il est assis dans le hall, attendant la signature d'un document que la ministre lui a demandé de récupérer. Il observe la foule, les visages fermés, les gestes mécaniques. Tout ici respire le pouvoir et la distance. Soudain, Jonas, le secrétaire au costume impeccable, s'approche. « Monsieur Moussa, vous devez partir maintenant. Madame la ministre a une réunion importante. » Le ton est froid, presque méprisant. « D'accord, je comprends, » répond Moussa calmement. Mais au moment où il s'éloigne, il surprend deux employés qui le fixent en chuchotant. Leurs regards sont lourds, pleins de jugement. De retour dans son taxi, il respire profondément. La pluie commence à tomber, encore une fois. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Pendant ce temps, dans son bureau, Madame Nanga contemple la ville derrière la vitre. Elle sent la tension monter dans les rangs, les bruits de couloir se répandre. Un doute la ronge. A-t-elle eu tort de se rapprocher de cet homme simple ? « Jonas, dit-elle sans se retourner, je veux que les gens se concentrent sur leur travail, pas sur ma vie. » Mais Jonas esquisse un sourire discret. Il a compris, cette histoire pourrait bien lui servir. Et dans les bureaux du pouvoir, les rumeurs voyagent plus vite que la vérité. Le jour s'achève sur Yaoundé, et la pluie s'est arrêtée. Le ministère se vide lentement. Les secrétaires rangent leurs dossiers, les gardes ferment les portails. Mais dans le bureau de Madame Nanga, la lumière reste allumée. Moussa frappe à la porte. « Entrez, » dit-elle d'une voix lasse. Il entre, tenant une petite boîte. « C'est la pièce que j'ai achetée pour réparer votre générateur. Vous n'aurez plus de coupure demain matin. » Elle lève les yeux, étonnée. « Vous avez fait cela, pour moi ? » ?»« Pour vous, non, madame. Pour ce bureau. Vous méritez un lieu où tout fonctionne bien. » Elle esquisse un sourire sincère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvre brusquement. Jonas apparaît, un dossier à la main, feignant la surprise. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en rendez-vous privé. » Son ton glisse comme du venin. Le regard qu'il lance à Moussa est chargé d'insinuation. Madame Nanga fronce les sourcils. « Jonas, vous dépassez les limites. »« Je fais juste mon travail, madame, » répond-il en s'inclinant légèrement avant de refermer la porte. Un silence pesant s'installe. Moussa se racle la gorge.
Madame, si ma présence vous met dans l'embarras, je peux partir. Non, dit-elle fermement. Vous n'avez rien fait de mal. Mais déjà, les rumeurs s'étendent. Le lendemain, des photos floues circulent sur les téléphones du personnel. Moussa quittant le bureau tard dans la nuit. Et dans une société où l'apparence vaut plus que la vérité, l'honneur d'un homme simple devient la proie du doute. 2 semaines ont passé. Les journaux du matin affichent un titre en lettres rouges. La ministre Nanga accusée de favoritisme, un chauffeur au cœur du scandale. Les pages s'enchaînent, une photo volée, un article rempli d'insinuations, et une vérité déformée. Dans les radios de Yaoundé, les voix commentent sans relâche. Au marché de Mokolo comme dans les salons ministériels, tout le monde a une opinion. Au ministère, le silence est glacial. Madame Nanga traverse le couloir, ses talons résonnent comme des coups de marteau. Les employés baissent les yeux. Jonas, lui, observe à distance, satisfait de son œuvre. Dans son bureau, elle arrache la une du journal et la jette sur le bureau. Moussa, regardez ce qu'ils disent de nous. Il baisse la tête. Je suis désolée, madame. Je n'ai rien dit à personne. Je le sais, mais la vérité n'a plus d'importance ici. Un long silence. Puis elle souffle, la voix brisée. Vous savez, dans ce monde, une femme seule n'a pas droit à l'erreur. Et un homme pauvre n'a pas droit à la parole. Moussa s'avance, ému. Ce qu'ils disent ne change rien à ce que vous êtes. Vous êtes une femme droite, madame. Et ça, personne ne peut le salir. Mais dehors, la foule s'attroupe déjà. Des journalistes, des caméras, des flashs. Quand elle sort, les questions fusent. Madame Nanga, c'est vrai que vous favorisez vos proches ? Et ce chauffeur, quel est son rôle exact ? Elle garde le silence, tête haute. Moussa, derrière elle, encaisse les regards méprisants. Le monde semble les juger sans les connaître. Et ce jour-là, le pouvoir, la dignité et la vérité se perdent tous les trois, sous les reflets dorés du soleil de Yaoundé. Le ciel de Yaoundé s'est couvert de nuages. Une pluie fine tombe sur les toits rouillés du ministère. Le scandale a fini par s'essouffler, comme toutes les rumeurs. Mais dans le silence, les blessures demeurent. Moussa, désormais sans emploi, vit de petits dépannages électriques dans le quartier de NSAM. Chaque matin, il passe devant les murs gris du ministère, sans oser lever les yeux. Un jour pourtant, un chauffeur du cortège officiel s'arrête près de lui. « Monsieur Moussa ? Madame la ministre souhaite vous voir. » Son cœur se serre. Il monte dans la voiture, hésitant. Quelques minutes plus tard, il entre dans le grand bureau où tout avait commencé. La ministre est là, debout près de la fenêtre. Elle porte une simple robe beige, sans bijoux, sans artifice. « Asseyez-vous, dit-elle doucement. Il s'exécute, tête baissée. Un long silence. Puis elle parle. « Je vous dois des excuses, Moussa. Le conseil m'a innocenté, mais j'aurais dû vous protéger. Vous avez tout perdu à cause de moi. » Il secoue la tête. « Non, madame. J'ai perdu un travail, mais pas ma paix. Ce qu'ils disent de nous ne compte plus. J'ai compris que le silence, parfois, vaut plus que la colère. » Elle sourit faiblement. « Et moi, j'ai compris que la bonté attire toujours la jalousie. Mais c'est elle seule qui sauve l'âme. » Elle s'approche et lui tend une enveloppe. À l'intérieur, une lettre d'embauche signée à la présidence, conseiller technique en énergie communautaire. Il reste sans voix. Elle murmure. « Le pays a besoin d'hommes comme vous. Humains avant tout. » Moussa se lève, ému, les yeux brillants. Il la salue avec respect, sans un mot de plus. Dans son regard, il n'y a ni rancune ni gloire, seulement la paix retrouvée. Et dehors, la pluie s'arrête, laissant percer un rayon de soleil, symbole d'un nouveau départ. Quelques mois ont passé. Le soleil se lève doucement sur Yaoundé, baignant la ville d'une lumière dorée. La pluie a lavé les rues, comme pour effacer les traces du passé. Moussa conduit à nouveau, mais cette fois, il ne porte plus de vieux uniformes. Sur son tableau de bord trône un badge officiel. Conseiller technique, projet national d'énergie propre. Il roule calmement à travers la ville, saluant les chauffeurs qu'il croisait autrefois. Certains le reconnaissent à peine. D'autres, honteux, détournent le regard. Mais lui gardent le sourire. Il a appris à pardonner, non par faiblesse, mais par sagesse. Pendant ce temps, au ministère, Madame Nanga regarde par la fenêtre. Elle observe le monde avec d'autres yeux, plus humbles, plus vrais.
Sur son bureau, une photo attire la lumière. Elle et Moussa, lors de la remise du projet communautaire Anne Colbisson. Elle murmure pour elle-même. L'honneur ne vient pas du pouvoir, mais de la droiture. Ce jour-là, elle inaugure une fondation pour les chauffeurs et employés modestes du gouvernement. Devant la foule, elle prend la parole. Chaque grand homme ou femme se tient sur les épaules de ceux qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous leur rendons la dignité qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Dans l'assistance, Moussa applaudit, discret, sans costume ni cravate. Le soleil éclaire son visage marqué mais apaisé. Un enfant lui tend la main pour lui donner une fleur. Il sourit. Le vent se lève, portant avec lui une odeur de terre chaude et de renouveau. La caméra s'élève lentement au-dessus de la foule, révélant la ville, ses collines et ses routes rouges qui scintillent sous la lumière du soir. Et une voix off murmure. Le respect n'appartient pas à ceux qui dominent, mais à ceux qui élèvent les autres.